Bonjour. Écoutez, je suis très heureux d'être présent parmi vous. J'ai l'impression d'être un peu iconoclaste en étant ici, mais grâce à Carol Fritz, en fin de compte, je me sens moins seul, puisque nous allons continuer un peu dans cet état d'esprit. Donc je fais une présentation en mon nom et en nom de celui d'un de mes étudiants, Antonio Pérez Balarezo, qui participe avec moi à ces recherches. Alors, pour rester un peu dans l'esprit, je vais commencer par des prolégomènes. Et puis, je vais me permettre quelque chose qui va très vite disparaître, une rêverie épistémologique. En fin de compte, la préhistoire doit répondre à une question. En fin de compte, c'est de quelle histoire la présence humaine durant le Pléistocène, dans le cadre de la période qui nous concerne, et le lieu qui nous concerne, c'est-à-dire en Amérique du Sud, est-elle l'histoire? Ou plus généralement, cette question, on pourrait la simplifier ou en la complexifiant, en disant de quelle histoire la préhistoire est-elle l'histoire? En disant ça, je ne fais que répéter les paroles de Canguilhem, qui était un historien des sciences et un philosophe qui, hélas, a été oublié. Et cette façon, effectivement, de penser l'histoire n'était pas celle d'une évolution proposée à travers un modèle unitaire que nous pensons universel. Mais attention, un modèle qui prophétise le devenir en l'ordonnant. Nous archivons les faits du passé comme s'il existait une logique d'enchaînement qui rend compte de cette vision universelle du devenir humain. Mais c'est en quittant cette approche, notre approche archiviste, que nous rejoindrons les sciences sociales. La préhistoire est de l'ordre des sciences sociales, seule capable d'expliquer la complexité des conduites humaines et de leurs traits sociaux. Notre projet est de rencontrer les autres, pas seulement des autres nous, dont nous partagerions encore des bribes de mémoire, mais des autres que nous. Cette quête d'histoire est celle faite d'un monde fait de traces dont nous n'avons plus la mémoire épiphylogénétique, mais dont elles sont porteuses, mémoire que nous devons questionner en permanence en renouvelant nos méthodes d'investigation. Je vais faire un tour extrêmement rapide sur cette construction que l'on a effectivement de la préhistoire. Comme toute histoire, il faut un début. Elle est située en Afrique du Sud. Et puis, sur un plan historique, on va voir que la préhistoire va se construire. On a l'habitude de parler de l'Occident. Je crois que, en ayant une moins grande profondeur temporelle et au contact des antiquisants, on dira qu'on a une ère, un phénomène de la préhistoire, un phénomène historique qui est périméditerranéen. Et je crois qu'on n'introduit pas assez le phénomène géographique dans notre compréhension. Puis dans cette logique qui est basée sur une idée, je dirais, émancipatrice, qui est celle de la notion de progrès, on va effectivement observer, on va construire des diffusions, une par l'Est et une par l'Ouest. Les couleurs sont différentes parce que, effectivement, les histoires seront différentes. D'ailleurs, on peut s'intéresser au fait que celle qui est verte est différente de celle qui est jaune. Et on voit bien qu'il va y avoir deux jaunes et un vert. Et le jaune, c'est à la fois lié à l'anthropologie physique et au phénomène dit culturel. Et le vert est lié au phénomène anthropologique, indépendamment du phénomène culturel qui viendrait bouleverser totalement ce joli tableau. Et puis, il y a l'Amérique. Et dans cette Amérique, vous voyez déjà que géographiquement, on se situe dans un axe nord-sud et plus du tout dans un axe est-ouest. Et cette histoire, elle va se construire sur un certain nombre d'hypothèses. Je ne rentrerai pas dans le détail, je pourrais répondre aux questions, effectivement, de différentes personnes qui voudront m'interroger là-dessus. Mais il y a un premier paradigme qui va se construire, un paradigme fait d'éléments qui vont s'associer pour devenir un réel paradigme, voire un réel dogme.
c'est que à partir de 13 000 ans, 13 500 ans, on va commencer à voir la présence de l'homme aux États-Unis, mais en Amérique et donc en Amérique du Nord. Et avant, il y a une absence humaine qui est totale. En fin de compte, cette hypothèse se construit historiquement sur le début de la préhistoire américaine, pas le tout début, mais disons au début du XXe siècle, avec la découverte du site archéologique du site de Clovis, au Nouveau-Mexique, et qui, en fin de compte, a permis d'attester de façon évidente pour un grand nombre de chercheurs la présence humaine. Et on va voir pourquoi, effectivement, je dirais, ce site va prendre autant d'importance. Les dates actuelles sont aux alentours de 13 500 Calbipi. Mais surtout, ce site est devenu important. Clovis, ce n'est pas par rapport au nôtre, c'est par rapport à un territoire du Nouveau-Mexique. Souvent, les étudiants me posent la question. Je dis non, il n'est pas venu jusque-là. Donc, et ce qui est important de voir, c'est que, et je vous l'ai représenté en bas à gauche, il y a effectivement un objet particulier et on va voir une espèce de focalisation, d'obsession qui va se produire sur ce type d'objet et qui va oblitérer tout le reste. Et on va voir pourquoi. Évidemment, durant cette période de 13 500 ans, de façon très grossière, j'espère que les paléoclimatologues ne me lapideront pas à la sortie de cet exposé, il y a ce qu'on appelle deux phénomènes qui vont marquer. D'abord, l'extension des glaciers. Le glacier des Laurentides va rejoindre celui de la Cordillère et va créer une véritable barrière entre l'Alaska et le sud de l'Amérique du Nord. Et puis, de façon concomitante, évidemment, qui dit augmentation des glaciers dit baisse du niveau marin, et donc l'existence d'un pont terrestre entre l'Asie et l'Alaska. Là, on s'inscrit effectivement dans une hypothèse où les gens seraient venus donc à pied, donc à sec, et n'auraient pas utilisé les voies côtières. Et à partir de 13 500 ans, donc, nous allons voir arriver donc une déglaciation, et la déglaciation ouvrant le chemin entre l'Alaska et les Grandes Plaines, nous allons voir déferler donc ces populations, dont le fameux Clovis. Mais il est venu se greffer à ces événements classiques un fait inattendu. En effet, contrairement à ce qui s'est déroulé dans le monde entier, sans aucune distinction, le couplage stratigraphie-culture matérielle, dans le cas de l'Amérique du Sud, ne suffisait plus à attester d'une présence humaine. Sauf si la datation proposée donnait un âge au plus vieux de 13 500 ans. Seuls sont acceptés comme des preuves anthropiques des restes fossiles humains que l'on n'a pas, en tout cas pour toutes les périodes, des empreintes de pas, je fais référence au dernier article qui a été publié dans Science, et la présence d'artefacts, mais attention, encore utilisés de nos jours, tels que les pointes, et je dirais exclusivement les pointes de projectiles. Il ne fait aucun doute que sur un plan épistémologique, on cherche un autre nous. Un homme moderne, des empreintes de pieds semblables aux nôtres, nous pourrions leur prêter nos chaussures, des outils que nous connaissons et dont nous en comprenons l'utilité. Autrement dit, quelle que soit l'évolution actuelle de la pensée, la diffusion des humains en Amérique n'a pu se faire que par un autre nous. Les paradigmes de Clovis-Firth ou les nouveaux paradigmes post-LGM dus à des datations de 14, 15, 16 000 ans ne sont que des façons de rester entre nous. Des autres que nous, avec des cultures matérielles non conformes à nos modélisations, sont systématiquement rejetés. On refuse à l'autre une possible différence de culture technique. On accepte l'altérité que s'il y a une très grande profondeur chronologique, donc anthropologique. Si la silhouette de ces artefacts n'évoque aucune autre fonction, et là je parle des artefacts qui sont
antérieure à cette date fatidique des 13 500 ans. Donc si la silhouette de ces artefacts n'évoque aucune fonction dans notre mémoire, est-ce pour cette raison qu'ils doivent être rejetés comme documents archéologiques? Au contraire, ces étranges artefacts nous offrent l'opportunité de rencontrer des autres différents de nous et de nous ouvrir à la diversité des comportements humains. Une fois que l'on comprendra que les objets archéologiques sont différents en termes d'informations qu'ils peuvent offrir et qu'ils ne sont donc pas plus ou moins équivoques, on se rendra compte que l'archéologie pléistocène des Amériques est beaucoup plus riche que l'on l'admet. Ce n'est que lorsque cela se produira à grande échelle que le peuplement des Amériques deviendra un sujet beaucoup plus ouvert à l'acceptation scientifique dans l'archéologie de l'hémisphère occidental. L'ichnotaxonomie et la paléotechnologie des hominidés, ainsi que d'autres disciplines qui étudient la culture matérielle, doivent posséder le même statut que les producteurs potentiels de preuves archéologiques définitives, mais non technologiques ou culturelles de l'occupation humaine dans les Amériques. Des faits. Que des faits, rien que des faits. Donc avec mon jeune collègue, nous avons épuré toute la bibliographie existant depuis pratiquement les années 30 en analysant les données qui sont effectivement proposées, c'est-à-dire à la fois une capacité de disposer des éléments de la culture matérielle, donc des dessins, des photos, des analyses techniques, des stratigraphies capables de nous expliquer le contexte, l'histoire des fouilles et évidemment des datations. Alors vous verrez que sur les slides que vous allez voir, il n'y a pas toutes les datations parce qu'effectivement nous savons que des datations sont en cours et donc nous n'avons pas voulu, qu'elles ne sont pas encore publiées, donc nous n'avons pas voulu les présenter. Alors on va commencer par le plus récent, tout ce qui tourne autour de 13 000 ans à peu près. On voit qu'effectivement, il y a des populations en Amérique du Nord et quelques populations en Amérique du Sud. Et puis on va passer à 14 000 ans, en se basant toujours sur la culture matérielle, et vous verrez, entre guillemets, les différences qui commencent à apparaître au niveau du caillou. Là, on n'a pas effectivement le monde du bison et le monde de l'ours. Nous avons effectivement des différenciations qui apparaissent au niveau des comportements techniques. Et puis, on peut descendre à 16 000 ans et nous retrouvons tout autant d'artefacts avec leurs particularités. Et puis, nous allons jusqu'à 24 000 ans, rien qu'en prenant la culture matérielle. Nous descendons dans le temps. Vous observez que nous n'avons plus de pointes de projectiles. Elles ont disparu. Nous descendons jusqu'à 32 000 ans. Alors, il y a une pointe à Chiquihuité, au Mexique, qui est analysée comme une pièce bifaciale. C'est la seule. Mais nous avons des pièces foliacées, bon, on reverra plus tard. Et nous avons même des données vers 54 000 ans. Et nous avons des données encore plus anciennes, mais nous ne préférons pas pour l'instant les données. Donc on voit que si l'on prend la culture matérielle uniquement, sans se soucier effectivement, tout en conservant les données effectivement stratigraphiques, conditions de fouille, et la qualité aussi de la représentation iconographique, parce qu'il faut dire que c'est très difficile, on a demandé souvent aux gens, aux auteurs, de nous envoyer des documents qu'ils n'avaient jamais publiés, puisqu'ils n'osaient pas, puisque de toute façon c'était trop vieux. Et nous avons été surpris de voir que souvent, d'ailleurs, il y avait une certaine méconnaissance de cette acceptation de l'autre en choisissant de ne présenter que les pièces qui ressemblaient le plus à ce que nous serions susceptibles d'attendre. Maintenant, j'ai passé quelque chose d'un peu plus pratique et qui touche directement nos travaux, qui touche donc des faits culturels à l'échelle d'une région et celle d'un lieu, celle du parc Capivara. Je ne rentre pas trop dans le détail, cette région du nord-est du Brésil qui se situe au sud de l'État du Piauí. Les premières recherches ont débuté donc dans les années 77 sous la direction de Denis de Guidon, avec le financement du ministère des Affaires étrangères français. C'était déjà une mission française.
Et elle a travaillé, entre autres, sur le parc Capivara et un peu en périphérie. Et tous les points rouges que vous voyez représentent des sites qui ont soit présenté des artefacts de surface, mais dans la majorité des cas, des abris sous roche ou des murs recouverts de peinture. En pratiquement 40 ans de travail, on dispose actuellement de 1000 abris sous roche ou parois avec des représentations des peintures pour l'essentiel et le reste étant des sites de surface ou en stratigraphie. Voilà quelques exemples du site, pas de Boqueiro da Pedra Furada, mais disons de l'ensemble des animaux des peintures que l'on peut retrouver, des scènes de guerre, des scènes de chasse, des scènes de je ne sais pas quoi. Et il y a beaucoup de je ne sais pas quoi. C'est ça qui est intéressant. On s'est focalisé sur une idée très simple qui est celle de, si on doit reprendre des fouilles là-bas, à quoi ça sert, vu la polémique, de reprendre un site et puis de se faire de nouveau attaquer en disant « non, c'est pas ça ». On a décidé d'avoir une idée de celle d'un géographe culturaliste et qui va travailler sur une population et qui, par définition, si on a une population, si on a des gens à un endroit, on doit avoir un lieu d'occupation partagé par différentes personnes. Donc nous avons travaillé à une échelle relativement large, d'un carré qui fait à peu près 30 km sur 30 km. Nous avons cherché des environnements géomorphologiques différents. Nous avions la chance de travailler sur une cuesta. Je veux dire, c'est la photo en haut à gauche qui est face donc à une vallée. On le voit dans les deux photos, on voit bien la cuesta, où les sites sont évidemment en pied de falaise, en pied de cuesta, ou à l'intérieur dans les vallées. On a travaillé aussi dans ce qu'on appelle les défiladéros, donc les petites vallées secondaires qui sont là. Et donc là, c'est en bas à gauche pour vous, c'est une image un peu générale. Et puis, je crois que je ne l'ai pas là, on a travaillé sur aussi un environnement calcaire. Donc en haut à gauche, on voit la cuesta avec sa plaine devant. Et sur la photo en bas à droite, ici, vous voyez donc la cuesta qui se situe ici, on la voit bien, avec ses défiladéros. Et nous avons des massifs calcaires qui vont pointer à être entre 5 et 10 km de la cuesta. Donc on a décidé de travailler effectivement dans ces deux environnements. Le travail effectivement dans le massif calcaire nous permettait de trouver la faune et donc d'apporter des éléments à notre moulin. Dans la zone karstique, on a délimité notre espace parce que c'est extrêmement riche. Voilà 3 sites qui sont distants à peu près de 300 mètres pour les plus éloignés. On a des grottes, la grotte de la Pena, on a des pieds de falaise comme le site de Tirapeia et on a des abris sous roche comme la Barra da Jamela da Antonio. On a aussi travaillé dans la cuesta en essayant de focaliser, c'est le hasard, hein, puisque c'est les prospections qui nous ont amenés à nous focaliser sur tel ou tel, en fonction des résultats que l'on avait. Et là, on a effectivement 5 sites qui sont distants à peu près de 5 km ou de 3 km, je ne me souviens plus. On a le site de Coqueiros, qui est un site de plein air. On a le fameux site de Boqueirão da Pedra Furada, qui est un abri sous roche. On a le site de la vallée, qui est un site de plein air. On a le site de Levira qui est à côté, qui est un site de plein air. Et puis, on a un site de Meio qui est un abri sous roche. Donc, vous voyez, on a diversifié les lieux, on a diversifié les environnements, on a diversifié aussi les contextes. Et je ne vais pas vous ennuyer à vous présenter la totalité de nos résultats. Je vais simplement vous présenter 3 sites qui, parmi d'autres, qui sont importants à nos yeux parce qu'ils apportent beaucoup d'informations. Le site de la vallée, qui est un site de plein air. Hélas, ce site avait été trouvé une première fois lors d'un sondage géologique de 3 mètres sur 3. Donc, nous avons appris, après que le sondage fut rebouché, qu'un charbon avait été daté de 24 000 ans. Et donc, nous avons réouvert le sondage et nous sommes tombés sur certainement la plus belle stratigraphie actuellement connue et nouvelle, avec pratiquement, on doit être aux alentours de 6 000 artefacts. Photo de la fouille à gauche et à droite, montrer que
les différences sédimentaires sont relativement faciles à lire, en tout cas pour qui sait les lire. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Là, c'est les datations, mais en fin de compte, bon, qui est classique pour vous, mais je préfère vous montrer cette photo qui rentrait dans notre problématique, effectivement, avoir une colonne stratigraphique avec des différenciations nettes au niveau sédimentaire, avec une analyse des processus de dépôt, à l'intérieur desquels nous avons des niveaux archéologiques qui sont pas marqués à ce niveau-là, mais qui, globalement, tous les points rouges où il y a du charbon correspondent à des niveaux archéologiques. Et nous avons donc à peu près 8 mètres une stratigraphie de 8 mètres de continuité. Et nous avons décidé de faire, donc, de croiser l'OSL, multigrain et simple grain, et évidemment les datations qui ont été réalisées par Christine Atté et son équipe. Et nous avons là, le choix des charbons était lié non pas à la présence du matériel archéologique, c'est-à-dire que quand il y avait du matériel archéologique, il y avait des charbons. Quand il y a du matériel archéologique, il n'y a pas forcément de charbon, mais quand il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de matériel archéologique. Et puis les datations OSL, elles, avec pour fonction à la fois de taper dans l'horizon archéologique et puis, évidemment, d'encadrer l'horizon archéologique, puisque nous avions intérêt à comprendre les modalités de dépôt sédimentaire. La pièce du haut, c'est une pièce extraordinaire qui a été retrouvée à ce niveau-là et qui est datée de 24 000 ans. Mais ce n'est pas forcément le propos. Le propos est de voir effectivement que nous avons affaire à une stratigraphie qui est parfaitement logique. Donc, je répète, des colonnes multipliées par 2, par 3. Donc, nous n'avons pas de variation de faciès, tout est bien ordonné, tout est bien clair. Et puis, évidemment, nous avons les improbables, c'est-à-dire des artefacts qui, évidemment, seront systématiquement refusés par une certaine partie de la communauté nord-américaine, voire sud-américaine, mais qui, par bonheur, ont été toutes acceptées par mes collègues coréens et chinois. Donc, je suis rassuré à ce niveau-là. On pourra en revenir si vous voulez. Alors, évidemment, c'est des choses, par exemple, cet objet-là qui peut être bizarre, je peux vous le montrer dans un site Akkad datant de 790 ans. Cet objet-là, incongru, je peux vous le montrer dans un site Maya. Je veux dire que là, comme pour les peintures, il y a une espèce de continuité. Il n'y a rien de neuf à l'ouest à ce niveau-là. On n'a pas effectivement des inventions à tous les étages. On remarquera simplement que nous avons un phénomène bifacial très fortement marqué qui va arriver aux alentours de 24 000 ans. Mais bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Oh si, ça me fait plaisir de le dire, c'est que quand on regarde ça, on a deux matières premières essentielles, quartz et quartzite. Dans le cas présent, le quartzite local n'est pas bon, mais il permet de faire des gros outils parce que nous n'avons pas de gros galets de quartz. Et donc, on va avoir une inversion au départ. Tous les grands outils seront en quartz, tous les petits outils seront en quartz, les grands outils seront faits en quartzite. Et à partir de là, ils sont allés chercher une meilleure quartzite. Et là, on va inverser. Les grands outils et les petits outils seront faits majoritairement en quartzite et non plus en quartz. Donc, vous voyez, là, la nature fait bien les choses, voire d'autres personnages. Ah. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer que en préhistoire actuelle, bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail, on fait ce qu'on appelle des analyses technofonctionnelles, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la chaîne opératoire de Laura-Gourand, où on va d'abord chercher les champignons et après on va les faire cuire et les rejeter, on va effectivement s'interroger sur le champignon lui-même, déjà, avant d'aller le manger. Et donc, on fait une analyse de la chaîne opératoire en se posant la question à quoi ces gestes ont servi dans la réalisation d'un outil. Voilà. On n'est pas dans un schéma productionnel qui, pendant toutes les années
je dirais les années 70, à partir d'expérimentation, où on est resté dans le productionnel. Là, on passe dans le fonctionnel. Et le fonctionnel, ce n'est pas la tracéologie, c'est comprendre les actes. Quand vous fabriquez une chaise, vous la fabriquez pour vous asseoir et vous ne dites pas que c'est une chaise une fois que vous avez usé le fond de vos culottes sur le plateau. Donc c'est une nouvelle approche et on a fait ça sur la totalité des outils. Je vous ai montré des outils qui sont classiques, bon, disons incongrus, d'autres objets qui vous seront peut-être incongrus, des plaquettes d'arénite qui ont servi à travailler la peau, des massettes qui ont été façonnées en périphérie ici et dont on a un travail de matériaux ligneux. On a un autre site qui est le site en zone karstique, c'est-à-dire en calcaire. Pourquoi je vous l'ai montré? Tout simplement parce qu'on a de la mégafaune associée. Alors, est-ce que la mégafaune est associée ou pas? On a la chance d'avoir effectivement la mégafaune, un site de mégafaune à 400 mètres avec énormément de restes de mégafaune. Et sur ce site-là, nous avons des mégafaunes qui est représenté comme ça. Et donc, ce n'est pas un site où les gens se sont installés parce qu'il y avait la mégafaune, mais effectivement à proximité de la mégafaune, à un point tel qu'ils ont fabriqué cet outil-là aux dépens d'un quart de dent d'Erymotherium, dont Ignacio Clemente donc, a fait l'analyse tracéologique et qui, surprise, a montré qu'il y a 4 facettes de taillé et que les traces d'utilisation sont justement sur la fracture et non pas sur la partie extérieure de la dent. Et sur la partie extérieure de la dent, on a du végétal et sur l'intérieur, on a plutôt des traces liées à la viande. On ne sait pas que l'Erymotherium, à moins qu'il ait un problème. Là, c'est un autre site que je vous présente, qui est un site assez exceptionnel. Et une fois que je vous aurai monté ce site, je vous demanderai de l'oublier, parce qu'il est en cours de publication et qu'il y a des choses que vous ne devrez pas voir. Voilà, il y a certainement l'éditeur qui me rappelle que je ne devrais pas parler. C'est le site de Cito di Meio, voilà tel qu'il a été découvert par Nied Guidon. On voit donc l'abri ici, on voit les gros rocs d'effondrement, c'est le haut vent qui est tombé, et on va voir que les populations, donc ça c'est la coupe, c'est une ancienne fouille qui a été faite par Nied Guidon, donc on voit que entre les blocs et la paroi et des niveaux d'occupation. Et puis il y a de nouveau un ancien niveau d'effondrement qui est donc avec des très gros blocs et qui va recouvrir de nouveaux sédiments. Et ces sédiments reposent sur du bedrock. Donc là, c'est imbattable. Voilà un peu l'épisode qui va nous intéresser, c'est qu'effectivement, on a 2 niveaux, 2 ensembles archéologiques qui sont séparés par des blocs de plusieurs tonnes, qui font entre 1,50 m et 2 m d'épaisseur. Donc là, on voit les éléments du collapse, on voit le bedrock et on voit les datations donc croisées entre le carbone et l'OSL qui nous donnent globalement la même chose. L'industrie lithique est extrêmement riche, très diversifié et à la fois très spécifique, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de miniaturisation qui n'est pas lié à la matière première puisque nous avons des éléments plus gros et plus petits. Et puis, donc voilà, ça c'est une image un peu synthétique. Je n'ai pas mis les dates de l'Upper Unit, mais ils sont aux alentours de 14-17. Donc j'ai mis uniquement les dates qui nous concernent. Et puis, surprise, sur le bedrock, je veux dire que j'ai commencé ma carrière à travailler sur les gravures stampiennes, donc j'espère que je n'ai pas fini la boucle. Et on a commencé à trouver ça. Et puis on a relevé ça, et puis on a découvert ça, et puis après on s'est mis à faire ça. Et là, on est en train de travailler avec une équipe pluridisciplinaire. On travaille sur la longueur, sur la largeur, sur la répartition, sur les croisements, sur effectivement les signes qui reviennent de façon répétitive. Et puis, donc je ne rentrerai pas dans le détail, je dirais simplement que cette zone-là, où on voit ces espèces de pinces de crabe, est complètement aménagée et qui est façonnée par des traces de raclage verticaux, horizontaux, et qui vont pénétrer, et que
les dessins vont être effectivement, gravures, vont être réalisées dans des plages dégagées exprès. Donc il y a une temporalité, ça vous l'oubliez, vous ne l'avez pas vu. Mais comme je savais qu'il y avait Carol Fritz, je pense que... Et donc là, nous serions à 30 000 ans. Alors déjà, 13 000 ans, c'est la limite. Un caillou n'est pas accepté à 13 000. Vous imaginez qu'une glace au chocolat comme ça, à 30 000, elle n'a pas pu exister. Petit tableau récapitulatif de l'ensemble des sites. Il n'y a pas tous les sites et toutes les dates, mais disons globalement, nous arrivons tout doucement vers 40 000 ans. Nous descendons, nous descendons. Tous les sites ne vont pas jusqu'à cette profondeur temporelle. Je pense qu'il y en aura 3 ou 4 qui nous permettront... Nous avons des indices très forts à 55, parce que nous avons effectivement des dates, mais qui doivent être recoupées et croisées. Ce qui fait que maintenant, si nous regardons l'Amérique du Sud, si on prend que la culture matérielle, on voit que pratiquement toute la périphérie d'Amérique du Sud est occupée. Les parties intérieures comme Mato Grosso, avec le site de Santa Elina, est présent. Nous avons même un site dans les Andes avec le site de Cacao, mais là encore, ce n'est pas publié, qui donne une datation à 39, donc on serait à peu près à ce niveau-là. Alors là, évidemment, l'Amazonie est beaucoup plus difficile d'accès. La plupart de ces sites ont été revus par notre équipe, donc on peut certifier que, en tout cas, les 4/5 de ces sites ont été vus et tous les objets qui sont dessinés, qui sont présents, ont été effectivement fabriqués. Alors, les hypothèses, elles sont multiples. Là, on a pris celle, effectivement, qui provient par la barrière nord. Ça peut être aussi venant d'Europe, ça peut être océanien. On n'a pas voulu rentrer dans ce débat-là. Simplement, ce qu'on a voulu dire, c'est que ce soit par voie maritime, donc par cabotage, ou par voie terrestre, de toute façon, sur les 40 derniers millénaires, la calotte glaciaire n'était plus un obstacle, puisqu'il y avait un corridor qui variait en fonction. Alors, on peut proposer, excusez-moi, c'est en anglais, j'ai pas eu le temps hier soir de le remettre en français, donc un scénario ancien, certainement dans les stades isotopiques 3-4, où on laisse, alors ça c'est des travaux de géologues argentins sur lesquels on s'appuie, où on voit qu'effectivement il y a une population, une possibilité de passage par voie terrestre et évidemment par voie maritime, qu'à un moment donné, ce qui va être très intéressant, c'est qu'une fois qu'on va avoir l'extension du glacier, on va avoir maintenant des migrations intracontinentales, donc il faut différencier des migrations ou des mouvements intercontinentaux et des mouvements intracontinentaux, en sachant que s'il y a de l'inter, il y a aussi de l'intra. Et puis maintenant, là, actuellement, on en est là. Je veux dire, ça circule effectivement dans tous les sens. Maintenant, si je rentre dans la polémique, est-ce la nature? Est-ce nos cousins? Ne les a-t-on pas encore rencontrés? Ou peut-être c'est nous? Ou en tout cas des autres que nous. Je vous remercie pour votre attention.